Je vous remercie d'être présent aujourd'hui et d'assister au webinaire avec notre partenaire PropTech H-Experience. Pour ma part, je me présente, je m'appelle Léa Voileau et je suis chargée de mission commerciale et marketing au sein de chez G-Expertise. Je suis ravie de représenter le groupe aujourd'hui avec notre cher président Éric Malenfer. Bonjour à tous. Juste avant de vous présenter le programme d'aujourd'hui, je laisse Didier Lamy se présenter. Oui, merci Léa, merci Eric. Oui, je suis Didier Lamy, donc cofondateur et directeur général d'H-Experience. J'aurai l'occasion de vous en dire un petit peu plus sur ce que l'on fait dans quelques instants. Super, merci Didier. Alors effectivement, le webinaire d'aujourd'hui durera environ 1 heure et se présentera sous cet angle-là avec une brève présentation des entreprises G-Expertise et H-Experience dans un premier temps. Ensuite, H-Experience vous fera une démonstration de leur solution, la solution qui s'appelle Smarty. Enfin, dans une troisième partie, Eric et Didier échangeront sur la donnée d'exploitation, l'importance de cette donnée, la valorisation de celle-ci au travers des données numériques, des données cartographiques. Et enfin, nous dédierons, comme je vous disais tout à l'heure, un temps aux questions et aux réponses à la fin de ce webinaire. Donc, je vais laisser la parole à Eric pour la présentation de notre entreprise G-Expertise. Je te remercie Léa. Alors, vous êtes venu surtout voir une solution. Donc, je vais essayer de vous expliquer pourquoi en fait, nous sommes partenaires G-Expertise et H-Experience et en quoi cela a du sens. Pour les quelques-uns d'entre vous qui nous connaissaient déjà ou en tout cas qui nous découvraient, vous pouvez peut-être vous souvenir plutôt d'une entreprise de géomètres experts existant depuis 1785, imaginez-vous, donc forcément bien loin de tout ce qui peut être de la PropTech, et en fait pas du tout. C'est le propre de notre société, c'est de faire le grand écart en permanence entre la tradition et les dernières innovations. Et notre réflexion depuis ces 5 dernières années nous a conduit à nous rendre compte qu'en fait, beaucoup de documentation dont nous faisions l'acquisition, que nous livrions à nos clients, nous sommes des purs players de la carto, au sens très large du terme. On fait beaucoup de surface, beaucoup de plans, que ce soit des maquettes numériques ou du plan. Dans cartographie, on inclut un peu tout. Les utiliser uniquement par le pétitionnaire. Celui qui nous avait passé le travail, uniquement allait utiliser un plan. Et on s'est dit, ça manque de tout un tas d'usages et il faut absolument qu'il y ait une réflexion qui soit beaucoup plus large. Et de cette réflexion beaucoup plus large, nos métiers ont beaucoup évolué ces derniers temps et ça rebondit à la fois sur une offre PropTech que je vais vous expliquer derrière, mais aussi sur la structuration de l'entreprise. Et donc de ce cabinet de géomètres experts qui déjà travaillait pour les monuments historiques et se rendait compte qu'on avait besoin, pour être performant, d'avoir des tailleurs de pierre avec nous, qui faisait beaucoup de relevés de bâtiments pour faire de la réhabilitation. Et pour bien faire de la réhabilitation, eh bien, il faut avoir un regard architecte pour savoir lire un bâtiment. Nous avons agrégé des bureaux d'études de maîtres d'œuvre, d'OPC, d'économistes, pour pouvoir avoir ces 4 départements qui vous sont présentés là aujourd'hui, ce qui structure l'entreprise. Département monitoring qui va être toute l'ingénierie géotechnique et structurelle, les mouvements de bâtiments, l'analyse des bruits, les vibrations, les bruits solidiens, toutes ces choses-là. Le département historique qui est le plus important, qui est le département immobilier, c'est l'ingénierie topographique et foncière, pardon. Il va y avoir la division en volume, les états de surface, les plans, les maquettes numériques, les diagnostics immobiliers, toutes ces choses-là. Le département bâtiment et VRD, qui est l'ingénierie du bâtiment, de la construction. Et puis le département PropTech, très dignement représenté par Léa aujourd'hui. Et on va vous présenter juste derrière ce que... pas si c'est présenté derrière, donc on va vous le présenter un petit peu. Donc on a créé une offre qui s'appelle SwapMap. SwapMap, vous voyez, swap, je glisse des usages, partant d'une logique qui est de dire quand j'ai des clients qui m'évoquent la numérisation de leur patrimoine, je leur dis on ne va pas le numériser, si vous le voulez bien, tant que vous n'avez pas pensé à vos usages. Et je pense que H-Experience aujourd'hui est un excellent exemple d'un usage qui peut justifier le fait de penser à numériser son patrimoine. Puisqu'avant de numériser, il faut d'abord savoir pourquoi on va le faire. Comme avant de prendre des décisions, il faut savoir mesurer tout un tas d'éléments et de les visualiser. C'est ce que fait H-Experience.
Donc, on a créé une team dédiée. C'est une team dédiée au sein des 210 collaborateurs de J'Expertise. Nous intervenons dans tous les cycles de vie du bâtiment, donc ce qui est un petit peu le cas aussi de la solution qui est présentée aujourd'hui, c'est-à-dire que on sait que 75-80% du coût d'un bâtiment, c'est essentiellement sur son usage. Alors nous intervenons beaucoup dès l'acquisition, toutes les data rooms, l'acquisition ou la cession. Et puis évidemment, dans toutes les phases, à tous les moments, bah, qui dit arbitrage dit mesurage, qui dit construction dit mesurage, modélisation, contrôle de stabilité, mise en copropriété. Quoi, vous voyez, en fait, on intervient tout le temps. Et puis diagnostic déchets, démolition. En fait, on intervient tout le temps quand il faut mesurer, représenter. Notre métier est quand même fondamentalement de mesurer et de représenter l'existant, fondamentalement. Je te propose de passer à la suite. Et ça, c'est donc la fameuse offre SwapMap créée par le département PropTech et le pôle innovation, où nous sommes partis de cette réflexion qui est de se dire une donnée, un livrable, mais qui est plus qu'un livrable. C'est-à-dire qu'un plan AutoCAD, c'est un plan qui est un peu mort, c'est un livrable qui n'est pas forcément d'intérêt, donc nous, on travaille tout pour que tout soit en base de données. De plus en plus, nos plans deviennent des véritables bases de données. Mais en tout cas, un livrable doit être toujours employable. Je vous donnerai un exemple. J'ai des archives sur Générique 4, sur disquette 5 pouces 1 quart. Vous imaginez bien que vous êtes. Voilà, aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est employable. Donc, comment maintenir en employabilité des fichiers qui ont été créés à un certain moment? Donc, aujourd'hui, il y a le SAS, déjà, ça c'est pratique, mais les formats de fichiers ont besoin d'être structurés. Il n'y a pas que le format, il y a sa structuration. Et donc, il faut que ce soit toujours employable, il faut que ce soit toujours accessible. Donc, pour ça, on a créé Gex Online, qui est notre plateforme d'échange sur tous nos livrables avec nos clients. Il faut que le client sache pourquoi il veut numériser. Donc, on a une offre qui s'appelle Map Conseil. On accompagne le client pour savoir comment numériser, comment valoriser ses fonds documentaires et derrière, comment chiffrer le coût de tout cela. Et puis Map Factory, où on va transformer des fonds documentaires de quel que soit leur format, quelle que soit leur origine, de façon à les valoriser pour pouvoir arriver sur les formats d'usage qui seront nécessaires pour nos partenaires PropTech notamment, puisque ça, après, nous ne sommes pas éditeurs de logiciels et de solutions. Et puis, une base de données n'a de valeur qu'à partir du moment où elle est tenue à jour. Donc, on a tout un process et une offre qui s'appelle MapCare, où nous prenons soin de vos cartographies. On est un peu le tiers de confiance de vos cartographies. Et à la fois, nos équipes passent sur site pour pouvoir mettre à jour, mais également, nous prenons en compte toutes les informations que vous nous envoyez dans l'année pour pouvoir mettre à jour en quasi temps réel vos plans, de façon à ce que vous n'ayez pas besoin d'avoir d'abord un bureau de dessin en interne. On est très bien équipé pour ça. On a 70 personnes qui ne font que ça au sein des 210. Et puis, surtout que vous n'ayez pas à maintenir les compétences sur les différents formats, structuration de données, etc. Et puis, ce qui nous accompagne beaucoup aujourd'hui, ce qui nous amène aujourd'hui, c'est MapBooster, avec un partenaire comme H-Experience. Toutes les solutions géniales, entre guillemets, qui sont pensées par les éditeurs, viennent très souvent se projeter sur quelque chose. Et la meilleure des pédagogies, généralement, c'est le plan. C'est ce que tout le monde comprend. Donc, ce sont des beaux graphiques, des choses très claires. Je pense que la présentation de Didier là-dessus vous donnera l'effet waouh pour la compréhension et la clarté de la projection d'une information. Et puis en plus, il y a besoin de plans, il y a besoin de cartos qui soient mis à jour et qui viennent se connecter avec toutes ces solutions. Donc, MapBooster, nous venons connecter vos besoins avec les partenaires et nous assurons le fait que les cartographies se connectent parfaitement. Voilà, Léa, je pense que j'ai fait à peu près le tour de la présentation. Merci Eric. Je vais laisser la parole à Didier pour quelques mots sur H-Experience ainsi qu'une démonstration de la solution SMATI. Oui, merci Eric, merci Léa. Alors, H-Experience, nous sommes éditeurs de logiciels pour le bâtiment, mais enfin tout de suite, cette définition demande à être précisée parce qu'il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui arrivent sur le marché comme éditeurs d'applications pour le bâtiment. En ce qui nous concerne, nous traitons essentiellement la phase d'exploitation et d'usage. Donc, nous traitons ces données dans cette phase d'exploitation et d'usage. On considère qu'aujourd'hui, il y a un gisement de données et de valeurs qui est peu exploité actuellement dans cette phase. Et c'est le challenge auquel on s'attaque avec l'application que nous avons créée, que Jérôme nous présentera dans quelques instants. Alors, on est parti d'un constat relativement simple, et Eric y a fait référence il y a quelques instants.
le coût d'exploitation du bâtiment représente très grand des 3/4 du coût total sur une cinquantaine d'années. Il y a aussi des consommations énergétiques. Le bâtiment, le secteur du bâtiment est dans les tout premiers, sinon le plus gros secteur de consommation énergétique, c'est autour de 44% de l'énergie finale totale utilisée en France. Donc il y a la matière à utiliser des solutions énergétiques pour optimiser cela. L'usage des espaces, particulièrement dans le domaine tertiaire, est relativement sous-exploité. Aujourd'hui, on estime que dans le tertiaire, le taux d'usage efficace des espaces est de l'ordre de 55%. Donc là aussi, il y a matière à mieux faire. Et enfin, un sujet qui monte énormément en puissance actuellement, qui est tout ce qui touche autour de la RSE, donc la responsabilité sociale et environnementale, avec évidemment les aspects énergétiques dont j'ai parlé, mais aussi les aspects de confort, de qualité de l'air, de santé intérieure. La crise sanitaire que nous traversons a également accentué l'intérêt des acteurs du bâtiment ou des utilisateurs du bâtiment dans ce domaine. Nous avons créé une application qui s'appelle Smatic et se distingue par sa transversalité. C'est-à-dire que nous ne sommes pas spécialisés sur un domaine particulier, mais nous essayons d'avoir une certaine forme de transversalité. Pourquoi? Parce que nous pensons que l'ensemble des données, on y reviendra un petit peu plus tard, que nous collectons, peuvent être utilisées à différentes fins et qu'il n'est pas forcément nécessaire de recollecter les mêmes données à chaque fois et que la puissance de l'intelligence et de la valeur qu'on peut créer vient du croisement de ces données. Et c'est ce qui nous a motivés à avoir une application relativement transverse. Alors, deux thèmes sont adressés. C'est en lien avec évidemment les observations qu'on a faites, que je vous ai citées précédemment. L'efficacité opérationnelle, donc d'une part avec la maintenance, où on pense que là, la télémaintenance, la maintenance prédictive peut considérablement contribuer à une baisse des coûts d'exploitation. On a aujourd'hui des clients qui sont sur des baisses de l'ordre de 20% et il y a là matière vraiment à gagner beaucoup en exploitation-maintenance. Ensuite, l'usage, j'y ai fait référence tout à l'heure. Là aussi, la crise sanitaire que nous traversons montre, et on a des exemples concrets, que comprendre l'usage de ces locaux est essentiel. Et nous travaillons avec certaines entreprises qui ont, à travers une compréhension de l'usage de leurs locaux, réussi à dégager aux alentours de 20% d'économie en termes de surface. Alors, ces 20% d'économie, soit en baissant directement la surface dont ils ont besoin, soit en l'utilisant différemment. Donc, mais en tout cas, il y a un gain d'efficacité de l'ordre de 20%. Alors, le deuxième thème, c'est la partie RSE, donc bâtiment durable. L'énergie, bien entendu, fait partie de cela, avec toutes les nouvelles contraintes et réglementations au niveau du décret tertiaire, par exemple. Là où nous nous distinguons sur ce thème, c'est dans la compréhension de la demande. Ça nous semble essentiel. C'est-à-dire que c'est très bien de comprendre combien on achète d'électricité à son fournisseur, est-ce que son abonnement est bien dimensionné, etc. De bien vérifier si les factures sont correctes. Mais tout cela n'aboutit pas forcément à des baisses de consommation et ne permettent pas forcément de nous mettre sur le chemin du décret tertiaire qui exige des baisses relativement importantes de 30 ou 40% dans les années à venir. Donc nous sommes essentiellement concentrés sur la compréhension de la demande, essentiellement à travers des indicateurs métiers que l'on met en place pour nos clients, en comprenant bien le sous-comptage, d'où vient cette demande énergétique, et d'essayer tout de suite de pouvoir, à travers des actions qui sont essentiellement des actions opérationnelles, de baisser la demande en consommation. La même chose pour l'eau, même principe. Et confort santé, j'en ai parlé, qualité de l'air, gros sujet brûlant actuellement.
pour être sûr que les conditions d'accueil des occupants soient correctes par rapport aux conditions sanitaires. Et puis aussi tout ce qui est compréhension du patrimoine. Est-ce que le patrimoine que l'on a est bien, j'allais dire, compatible RSE, entre guillemets, c'est-à-dire que est-ce qu'il est bien équipé, quelle est sa distance des transports en commun, etc. Donc ça fait partie des analyses que l'on peut fournir à travers les données que l'on collecte. Voilà, on va passer maintenant à la démo. Juste avant qu'on passe à la démo, juste un mot sur la collecte des données. Cette collecte de données, elle est la base essentielle de départ. Évidemment, si on n'a pas de données, on ne pourra pas les exploiter, mais ça va sans dire. Mais il est très important que cette collecte de données puisse s'adapter à l'environnement existant des bâtiments. On ne va pas dire on ne peut faire ça que sur des bâtiments neufs qui ont une certaine forme de collecte de données déjà en place. Non, il faut que la collecte de données puisse être faite sur n'importe quel type de bâtiment. Il est donc essentiel de pouvoir simplifier, faciliter cette collecte de données, quelle qu'en soit l'origine. Donc, quels que soient les équipements en place, quelles que soient les sources de données éventuellement disponibles en place, il faut qu'on puisse les récupérer ou fabriquer des données avec des capteurs pour pouvoir aller chercher les informations qui nous intéressent en fonction des cas d'usage que vous souhaitez atteindre. Donc c'est pour cela que nous avons créé, nous nous sommes attaqués à ce premier challenge tout de suite, c'est faciliter la collecte de données, simplifier la collecte de données. Et nous avons déjà constitué ce qu'on appelle un catalogue de connecteurs qui permet d'aller chercher justement ces données auprès de différents équipements, qu'ils soient capteurs, machines connectées, cloud, données disponibles dans le cloud, données disponibles au sein des clients, du patrimoine des clients, et dans des thèmes, sur des thèmes que vous voyez ici, qui peuvent être le comptage, la maintenance, les ouvrants, l'air, des données externes, etc. Donc tout cela pour pouvoir adresser, encore une fois, les thèmes dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'efficacité énergétique, la gestion des objets des réseaux, et puis le confort, risque sanitaire, etc. Voilà, donc on va tout de suite passer au concret et voir comment cette collaboration entre J'expertise et H-Expérience se matérialise, puisqu'on a intégré les plans que J'expertise est capable de fournir depuis très longtemps et de pouvoir les intégrer dans l'application pour pouvoir visualiser les données. Parfait. Donc, Smaty vous permet déjà d'inventorier votre patrimoine immobilier, celui que vous voulez superviser. Il va être organisé de façon hiérarchique, comme on peut le voir ici, et la hiérarchie est entièrement libre. En fait, notre but pour nous, c'est de s'adapter à la façon dont vous gérez déjà votre parc immobilier. Donc, ça peut être de façon géographique ici, comme on a fait ici avec un pays et puis des bâtiments à l'intérieur. Ça peut être aussi en dépendant, enfin, ça peut dépendre de vos clients, etc. Et dans ces bâtiments, vous pouvez également diviser les informations dans d'autres entités, des sous-entités qui vont représenter, par exemple sur celui-là, des étages ou la cuisine, enfin des lieux particuliers que vous voulez superviser. Dans ces lieux, en fait, quand vous les définissez, vous pouvez indiquer tout un tas d'informations. Alors évidemment, le nom, la position géographique, mais vous pouvez également y stocker toutes les informations relatives au bâtiment qui vous semblent utiles pour ensuite être utilisées dans des indicateurs, des calculs d'indicateurs ou dans des rapports. Ça peut être le fait que le bâtiment possède bien une GTB, qu'il a des panneaux solaires, que le nombre d'étages dans le bâtiment, le nombre d'appartements dans un immeuble d'habitation, etc. Toutes ces informations-là vont pouvoir être réutilisées. Et c'est dans ces entités que l'on va retrouver les équipements qui sont sous supervision. Donc, par exemple ici des compteurs, ou des capteurs de température, humidité, par exemple, ce genre de choses. C'est également là que vous allez pouvoir voir les indicateurs qui sont soit calculés dynamiquement, soit que vous allez pouvoir définir pour votre métier. Alors ensuite, vous pouvez évidemment chercher toutes les informations de façon hiérarchique. Alors quand la hiérarchie est un peu profonde, ça peut être pas le plus efficace. Donc évidemment, on a des outils de recherche, et notamment le fait de pouvoir visualiser toutes ces informations sur une carte. Et donc là, on va avoir des filtres qui nous permettent de visualiser tous les bâtiments que l'on a en fonction de certains critères. Alors, ça peut être très simple, mais on peut aller de façon avancée, comme ça, spécifier que de voir tous les hôtels dont la surface serait supérieure à 1000 m², par exemple. Donc là, je retrouve tous les bâtiments qui correspondent à ces critères.
Et encore une fois, on va pouvoir réutiliser n'importe quel critère que vous avez enregistré au niveau de l'entité. Ensuite, on va pouvoir aller accéder du coup à un tableau de bord qui va être généré dynamiquement en fonction des équipements qui sont supervisés dans ce bâtiment ou cette entité. Donc là, on va avoir ça va être séparé par thème. Là, il y a un thème énergie avec les consommations comparé d'une année sur l'autre. On peut même fixer des objectifs à atteindre et se comparer à ces objectifs. Voilà, un thème maintenance avec les équipements qui sont supervisés. Et là, pour tous ces widgets, on va retrouver les informations qui sont remontées de façon historique ou les dernières informations remontées, comme ici la température, le taux de CO2, l'humidité, et également des indicateurs qui vont être calculés de façon automatique en fonction des équipements, comme ici l'indice ICON, l'indice de confinement ou l'humidex. Et en fonction des équipements, encore une fois, qui sont supervisés, les widgets vont être générés. Il peut y avoir également des thèmes comme la gestion d'espace qui va nous calculer le taux d'occupation d'un espace précis en fonction des capteurs de présence, par exemple, dans le bâtiment. Chaque utilisateur peut ensuite définir ses propres tableaux de bord dans lequel il va pouvoir repositionner ses widgets en fonction des thèmes et des sujets qui l'intéressent le plus. Donc, les tableaux de bord, ça peut être des tableaux de bord que lui a définis ou qui sont partagés avec lui. Et en général, ils vont être regroupés par thème. Donc là, et après, il y a un certain nombre de widgets qui sont disponibles pour être positionnés dans le tableau de bord et donc permettre d'adresser le besoin du client en fonction de son métier en général ou de certains thèmes. Et parmi ces widgets, il y en a un qui a été développé en partenariat avec J'Expertise, qui est un widget de synoptique et qui nous permet donc de représenter sur un plan les informations des capteurs que l'on a. Donc là, je vais en définir un en direct avec vous. Donc on va lui donner un nom et on va l'associer à une entité donnée parmi notre patrimoine. Donc, par exemple, là, je vais aller rechercher un bâtiment de bureau. On va importer ensuite le plan du bâtiment. Et puis, on va positionner dessus les informations que l'on veut y voir figurer. Donc là, je retrouve du coup les entités qui sont disponibles à l'intérieur de l'entité que j'avais choisie de ce bâtiment. Donc, par exemple, j'ai une salle de réunion avec un capteur qui vérifie le taux de présence, entre autres. A priori, il remonte également l'humidité. Mais donc, la présence dans le bâtiment, je vais pouvoir définir la taille et on va voir que les informations de présence sont représentées sous forme de points, comme ça, rouge ou vert. Donc là, je peux dire que dans la salle de réunion ici, je vois qu'en temps réel, en fait, la salle de réunion est occupée. On va pouvoir aller chercher d'autres types d'informations comme ça. Alors, par exemple, là, sur des capteurs de présence sur des bureaux, ils vont remonter beaucoup plus d'informations, ceux-là, mais je peux également positionner une information de présence. Donc, je vais définir sa taille. Je prends le capteur, on va dire que c'est sur ce bureau-là, ou cet ensemble de bureaux-là. Mais je vais pouvoir mettre également n'importe quel autre type d'information. Donc, comme je disais, ces capteurs-là nous remontent également luminosité, température, humidité. Donc, si j'ai envie de faire afficher la température, là, on va pouvoir la voir affichée sous forme de texte. Et là, j'ai quelques options de customisation un peu plus poussées. Et donc là, j'affiche la température, par exemple, dans cette pièce. Alors, ça peut être n'importe quel type d'information qui est remontée par SMATI, peut être affichée en direct sur le plan. Ça peut être des informations de consommation d'une chambre froide, par exemple, ou ce genre de choses. Ou la température de la chambre froide. Ensuite, donc, l'utilisateur va pouvoir ajouter ce widget dans un tableau de bord ou définir un nouveau tableau de bord pour afficher ces informations. Donc, par exemple, je vais créer un nouveau tableau de bord. Je vais définir si ce tableau de bord, je le partage avec d'autres utilisateurs ou pas. Et puis, je vais positionner tout simplement mes widgets à l'intérieur. Donc, je peux remettre des widgets de statistiques si j'ai envie. Mais je peux également aller chercher mon synoptique que je viens de créer. Et je vais, sur celui-là, pouvoir lui spécifier la taille du widget. Alors là, je sais que le plan est grand et précis. Donc, je vais mettre un grand widget. Voilà. Et puis, si j'ai envie de réorganiser ces widgets, bien sûr, je peux le faire. Et donc là, j'ai mon plan avec mes informations qui apparaissent en temps réel sur mon plan, donc les informations de température et de présence. Oui, merci beaucoup Jérôme. Alors, vous avez vu que ces différents rapports qui peuvent être fabriqués par les utilisateurs sont souvent utilisés par nos utilisateurs en fonction de thèmes
Donc, il y a toujours souvent une thématique. C'est un petit peu le retour d'expérience que l'on voit. Donc, on peut très bien imaginer que le synoptique que l'on crée peut être utilisé par thème. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un synoptique présence ou créer un autre synoptique consommation énergétique ou un autre synoptique confort et santé, etc. Parce qu'évidemment, si on met beaucoup d'informations sur un même synoptique, ça peut devenir relativement chargé. Donc souvent, ce qu'on constate, c'est que nos utilisateurs fonctionnent par thématique ou centre d'intérêt, et donc le synoptique peut s'adapter complètement à le contenu, je veux dire, des données qui sont visualisées, peut s'adapter pleinement à ce synoptique. Voilà. Eric, est-ce que tu souhaitais rebondir? On a vu le plan de Sèvres qui est notre siège. Est-ce que tu souhaitais rebondir sur cette démonstration? Je pense que c'est une illustration typique d'une très grande ergonomie et surtout d'une visualisation très facile. Certes, les tableaux Excel, ça marche bien. Nos clients principaux sont surtout des asset managers ou des gestionnaires de patrimoine d'immeubles importants. Ils travaillent beaucoup avec Excel. Il y a un moment, un autre, il y a les graphiques. Et puis, un autre moment, il y a l'aide à la décision. Et l'aide à la décision, quand elle est projetée comme ça a été montré par Jérôme, quand on peut la projeter et en temps réel et en compte rendu, je pense que les décisions sont plus éclairées et sont plus acceptables. Didier évoquait tout à l'heure des taux d'occupation et donc à quoi ça peut servir, soit à réduire les surfaces, soit à les améliorer. C'est vraiment le grand thème du moment. Tous nos clients aujourd'hui sont dans une réflexion de se dire est-ce que je vais rationaliser? Donc là, ils ont une vraie recherche d'économie. Et en même temps, il faut que je sois plus attractif. Et pour être plus attractif et savoir quelle est la qualité de ce qui est vécu, bah, le mieux, c'est de projeter l'information. Bien sûr, il faut la combiner parce que s'il fallait aller regarder chaque information, chaque bureau, ce serait trop compliqué. Mais une fois qu'elle a été combinée, quand on veut rentrer dans le détail, eh bien, la carto permet d'immédiatement comprendre c'est à telle zone que c'est très occupé, pourquoi c'est pas occupé, pourquoi c'est au contraire très occupé. Donc, je pense que cette ergonomie et cette pédagogie, aujourd'hui, commence à être compris. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on comprend qu'il faut mesurer avant de prendre des décisions. J'ai juste complété, Eric, si vous me permettez, un mot, mesurer avant de prendre des décisions, et mesurer pour savoir si les décisions qu'on a prises sont les bonnes. Alors justement, pour pouvoir faire ça, il faut avoir une solution qui soit prête et structurée. Tout à l'heure, dans le slide, juste avant que Jérôme fasse la démonstration, je vous ai parlé de collecte de données. Cette collecte de données, elle doit être structurée, préparée, et elle subit plusieurs étapes. Alors, la première étape, c'est ce qu'on appelle vulgairement une étape d'ingestion, c'est pas très beau. Cette étape d'ingestion, elle permet, alors, d'une part, de pouvoir collecter des données de sources extrêmement diverses, que ce soit des factures, des GTB, de l'IoT, des machines, etc., des données d'utilisation, d'usage du client, par exemple. Euh, pour un de nos clients, qui est un hôtelier, un grand hôtelier, on collecte les données, par exemple, de taux de location d'occupation des chambres, de taux de nombre de repas servis, etc. Ça peut être aussi des données de nombre de personnes dans le bâtiment, ça peut être des données de nombre de production, si c'est un site de production industrielle, etc. Donc, toutes ces données doivent être collectées, mais elles doivent être vérifiées. Et on doit donc vérifier la qualité, leur véracité, et s'assurer qu'elles sont prêtes à l'usage, bonnes à l'usage, j'allais dire. Et donc ça, c'est un travail important qui est un petit peu un travail dans l'ombre, dont on ne se rend pas compte qu'il est nécessaire, mais les données ne sont pas toujours, et peut-être, enfin je parle sous le contrôle de Jérôme, qui est notre expert technique, mais sont rarement toujours de bonne qualité. Elles ont besoin d'être vérifiées. Il peut y avoir des trous qui sont des trous liés tout simplement à des aspects réseau, par exemple, à des problématiques de réseau. Donc il faut vérifier que ces données soient correctes. Et donc là, il y a un travail algorithmique qui est nécessaire pour s'assurer que ces données sont prêtes à l'usage, prêtes à l'emploi. La deuxième étape, c'est la modélisation de ces données. Donc la modélisation de ces données, c'est vraiment
aller chercher aussi à enrichir. C'est une phase d'enrichissement de ces données où on peut contextualiser ces données. Vous avez vu tout à l'heure qu'on a des informations patrimoniales, mais on peut avoir aussi attacher ces données à des informations d'usage ou de service dans le bâtiment. Donc on vient associer d'autres données avec les données que l'on a collectées. Où est-ce qu'elles se situent? À quel type de service est-elle rattachée? À quel type d'usage est-elle rattachée? Donc, on vient créer ce qu'on appelle des métadatas pour pouvoir ensuite exploiter ces données de manière beaucoup plus intelligente, si je peux me permettre. Enfin, troisième étape, l'orchestration. L'orchestration, c'est de créer des services un petit peu parallèles, transverses, qui pourront être utilisés par des applications. Les exemples sont relativement. Un premier exemple qui est très simple, c'est le service de créer des niveaux d'alerte multiconditionnels en fonction de quel type de critères, dans telle période de temps, etc. Tout ça peut être utilisé par les applications. Ça peut être un service de commande, de pouvoir envoyer une commande à un équipement, une nouvelle consigne à une chaudière, par exemple. Donc ça, c'est un service de commande qui peut être utilisé par des applications. Et après, il y a des services plus évolués, plus sophistiqués, de type analytics, qui font appel à de l'algorithmie et qui permettent de comprendre, par exemple, des cycles dans des données, de détecter des cycles, des événements qu'on ne peut pas voir à l'œil, si je puis dire, et qui permettent essentiellement, qui sont souvent utilisés à des fins prédictives. Donc là, on est plus dans l'algorithmie. L'ensemble de ces fonctionnalités sont ensuite disponibles via une API. C'est-à-dire que notre application, elle est ouverte via une API. Elle permet de produire des applications dans le monde de la maintenance, de l'énergie, du confort, du bien-être, des espaces, mais pourquoi pas dans d'autres. Donc, nous travaillons nous-mêmes sur la partie applicative, mais ces données sont également ouvertes à d'autres éditeurs d'applications qui vont pouvoir exploiter ces données pour en créer une valeur supplémentaire. Alors, le slide d'après, Léa, si tu veux bien. Merci Didier, je me permets juste de rebondir. Oui. Eric, tu peux confirmer finalement que ce process-là de structuration de données, de modélisation de données est un process identique finalement pour les données cartographiques aujourd'hui? C'est tout à fait juste. Assez souvent, on entend dire, mais j'ai déjà des plans. Alors déjà, comme l'évoquait Didier, il y a quelle est l'information et est-ce qu'elle est connue, est-ce qu'elle est déclarative, est-ce qu'elle est hétérogène? Vous savez, on l'a vu, je vous donne un exemple, hein, France Domaine, la vente des actifs de l'État. Les surfaces qui figuraient étaient déclaratives par les services. Je peux vous dire, on était à 30% près en fonction des acteurs qui donnaient la. Par contre, le prix au mètre carré, il était connu, lui, quasiment au centime. Donc, la base même de l'information n'était pas fiable. Donc déjà, il y a la fiabilité de la donnée, sa source, d'où elle vient, comment elle a été maintenue. Et puis il y a une autre chose, c'est qu'assez souvent, on nous dit, mais attendez, c'est un plan AutoCAD. C'est un plan, ça c'est un format, mais c'est un éditeur qui est derrière. Mais quelle est la structure qu'il y a à l'intérieur du plan? Alors, on va dire un plan AutoCAD, c'est pas vraiment une base de données. La seule structuration qu'il va y avoir, c'est une gestion de layer, une gestion de couches. Quand on va passer en mode SIG ou quand on va passer en mode BIM, là, la structuration de l'information pour qu'elle soit bien exploitée derrière est très importante. Et donc, nous nous attachons beaucoup à la structuration en fonction des usages qui sont attendus derrière. Parce que vous n'obtiendrez pas d'informations si la donnée n'a pas été structurée comme il le faut en amont. Je rends la parole à Didier. Ah, non, mais je veux rebondir là-dessus parce que c'est vraiment très intéressant. Ce qu'on a montré dans la collaboration qu'on fait ensemble, on a montré la visualisation des données. Mais il y a une autre collaboration qui est moins visuellement impactante, qui est justement cette déclaration patrimoniale dont on a parlé tout à l'heure, que Jérôme a montré. Il est évident que l'ensemble des données patrimoniales qui sont également collectées par J'expertise dans le cadre des services qui sont proposés vont venir enrichir l'application également avec une précision plus grande. C'est-à-dire que les données de surface dont parlait Eric, qui sont collectées par J'expertise, vont pouvoir aussi être ingérées, entre guillemets, par l'application SMATI et pouvoir être utilisé de manière beaucoup plus fine. Donc ces données d'usage, etc. Donc cette base de données va aussi pouvoir être alignée et SMATI est capable de s'aligner automatiquement avec des référentiels qui existent, patrimoniaux, et ça c'est très important. Donc je voulais juste préciser que on a montré la partie visuelle, mais qu'il y a aussi une collaboration
au niveau de la qualité du descriptif du patrimoine. Alors, le slide que je vous ai présenté avant était un petit peu théorique et une sorte d'architecture. Voilà comment ça se traduit chez H-Experience. On voit trois ensembles dans notre architecture. Un ensemble de collecte de données, j'en ai beaucoup parlé, mais il est vraiment important. Un ensemble de collecte de données où on peut aller chercher des données de capteurs, d'équipements, de systèmes de gestion technique du bâtiment, ou de données externes ou même disponibles sur le web. Au niveau des capteurs, on a ultra simplifié aussi la mise en œuvre d'IoT parce que ça peut devenir un cauchemar, en fait, l'IoT assez rapidement. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a structuré à travers des packs qui sont d'ailleurs dans SMATI, configurés dans SMATI, c'est-à-dire qu'on peut déclarer un capteur IoT de bout en bout, y compris la partie réseau, extrêmement simplement en quelques clics. Et on a vraiment structuré cette partie-là de manière très fine, basée sur les quelques années d'expérience que nous avons sur ce thème. Ça, c'est vraiment la première partie. La deuxième, au milieu, une plateforme qui reprend les fonctionnalités dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je ne vais pas les redécrire, mais cette partie de gestion de réseau, de gestion aussi des objets. On a également la possibilité de suivre les objets si on a des capteurs, de connaître l'état de transmission des capteurs, de pouvoir suivre quelle est leur qualité de fonctionnement, leur batterie, leur niveau de batterie également lorsqu'ils sont autonomes. Donc ça, c'est vraiment important. Et la gestion de réseau également. On utilise plusieurs types de réseaux. Il y a une technologie qui se dégage un petit peu plus que les autres, qui est la technologie LoRa. Donc là aussi, on a des solutions réseau. On est interconnecté avec des opérateurs réseau publics et on a des solutions de réseau privé lorsqu'elles sont plus pertinentes à utiliser. L'ingestion, j'en ai parlé. La composition de services. Là également, tout un tas de fonctionnalités de niveau de seuil, d'alerte, de commande, d'algorithmie de corrélation, de machine learning, et donc une API qui permet d'ouvrir sur une place de marché. Donc cette place de marché, c'est une place de marché à laquelle nous contribuons, c'est-à-dire que nous avons dans SMATI une partie applicative sur l'énergie, sur la maintenance, etc. Mais nous travaillons aussi avec d'autres éditeurs ou avec d'autres experts dans certains domaines avec lesquels nous collaborons pour pouvoir approfondir les fonctionnalités verticales sur certaines verticales. Je vais prendre quelques exemples, par exemple sur la qualité de l'air, où nous avons créé un widget parmi ceux que Jérôme vous a montré, qui est un widget d'assistant à la gestion de la qualité de l'air. C'est-à-dire qu'il ne vous donne pas uniquement le niveau de CO2, température et humidité dans une pièce, il vous indique ce que ces niveaux veulent dire, comment les interpréter. Donc là, on va chercher une compétence avec une société qui s'appelle Condu, par exemple, qui est un expert dans la qualité de l'air, et on a co-créé un widget pour pouvoir enrichir les fonctionnalités. On travaille aussi avec d'autres acteurs sur d'autres thèmes que vous pouvez voir ici. La liste n'est pas exhaustive. Et donc, aussi, bien entendu, avec J'expertise pour tout ce qui est la partie plan, visualisation, patrimoine. Merci Didier, puisque ce que nous observons et qui est très pertinent, c'est que ces acteurs-là sont en partenariat aussi avec J'expertise. Donc cet écosystème, finalement, nous sommes tous liés les uns les autres à prendre les compétences et les expertises de chacun pour formuler ensuite des propositions à nos clients les plus complètes et les plus pertinentes possibles. Absolument, absolument. Enfin, là, il y a une vraie croyance, j'allais dire. C'est que si on veut que le bâtiment connecté, le niveau de service dans les bâtiments se développe, il faut vraiment qu'il y ait une synergie entre les différents acteurs. Et il faut la créer, cette synergie. Je ne vais pas passer trop de temps parce que je vois que le temps file. C'est quelques visuels que vous pouvez avoir dans SMATI. Donc évidemment, le synoptique que l'on voit sur la droite que Jérôme nous a présenté tout à l'heure. Vous avez une capacité de faire des rapports analytics à la demande beaucoup plus sophistiqués avec des calculs d'indicateurs personnalisés. Donc ici, vous avez un exemple d'un hôtel
avec le taux d'occupation dans les chambres, et donc des indicateurs de consommation par chambre louée, de consommation par repas servi, etc., etc. Donc on peut aller très profond dans la création d'indicateurs qui sont personnalisables. À gauche, on est plus sur une partie d'analyse de consommation énergétique au sens général, c'est-à-dire on voit quelles sont les sources de consommation et justement on peut mieux comprendre d'où vient la demande de consommation d'énergie ou de gaz, par exemple. Je vais juste commencer à conclure sur les caractéristiques d'un logiciel, on va dire, performant. C'est de pouvoir collecter les données simplement, de pouvoir assurer l'intégrité de ces données, de pouvoir les contextualiser, on en a parlé, de pouvoir avoir un module d'analyse pertinent qui pourra s'adapter à votre environnement pour créer des indicateurs qui sont propres aux clients et pas génériques. Donc vraiment là, il y a une personnalisation de l'analyse qui est importante. Et produire ces données ouvertes pour que ces données puissent être utilisables par d'autres applications que le client sélectionne. Et ça lui donne également une liberté de choix sur les différents acteurs qu'il souhaite retenir. Eric, si tu souhaites rebondir encore une fois sur ce parallélisme avec les données cartographiques. Je voudrais juste rappeler une chose concernant la qualité des plans. D'abord, nos prestations à nous sont généralement l'épaisseur du trait de crayon. Et c'est toujours au moment où on en a besoin qu'on se dit c'est dommage, si on l'avait demandé, ça aurait été bien et on aurait pu peut-être prendre de bonnes décisions. Les anglo-saxons l'ont compris quand dans les années 90, les asset managers sont arrivés. C'était le début de l'asset management, moi c'était le début de ma carrière. Ils ont demandé à avoir des plans et des surfaces. Là, ils se sont dit on ne peut pas penser à un bâtiment sans ça. Aujourd'hui, une belle évolution, c'est que quasiment tout le monde est d'accord pour se dire on doit connaître nos bâtiments, on doit savoir comment ils respirent, entre guillemets. Typiquement, ce que propose H-Expérience, c'est de dire constatez-le, prenez les bonnes décisions, vérifiez qu'après ça fonctionne bien. De la même façon, tout ça, ça doit se projeter. Et ça se fait avec les utilisateurs et les parties prenantes. Et pour que les parties prenantes puissent le faire, il faut leur projeter l'information, il faut qu'ils la visualisent. Donc, c'est à la fois par des très beaux tableaux de bord, comme vous avez pu voir, c'est aussi la projection sur du plan. Et concernant les plans, encore une fois, ce que l'on voit quand même très souvent, c'est qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un plan ou une maquette qu'un autre plan, une autre maquette. Il n'y a pas de caractère normatif à ce niveau-là. Il n'y en a que pour le bornage dans notre métier. Donc, si je peux attirer l'attention de tout le monde, c'est que pour que ça devienne une base de données fiable, qui puisse être intégrée dans les systèmes avec le niveau de fiabilité qui est attendu, vérifiez un petit peu ceux qui vous produisent la donnée. Ne vous contentez pas uniquement de la saveur et de l'esthétique qu'il peut y avoir. Il y a une structuration de la donnée qui va vous permettre, nous, en fait, nous faisons on est tous des traits d'union, nous sommes tous des hubs. H-Expérience va récupérer plein de données qu'il va redistribuer à d'autres. Nous allons récupérer les cartos. On va assurer que ces cartos fonctionnent avec tous les autres applicatifs. Vous voyez, chacun est un hub, mais qui garantit une seule chose, c'est la performance au service du client et des occupants. Avec une autre chose, c'est que la propriété de la donnée, c'est celle de l'occupant. C'est celle du propriétaire. Absolument, oui. C'est très important de préciser ça. Oui, absolument, je suis tout à fait d'accord. Et c'est une garantie que nous apportons également, bien entendu, de notre côté. Voilà, je vais juste conclure pour laisser la place à des questions éventuelles. Bien entendu, sans une base de données exploitation, il est impossible de comprendre les usages, il est impossible de dégager des marges de manœuvre d'exploitation, d'efficacité au sens général du terme. Donc c'est vraiment une étape qui est nécessaire de passer pour pouvoir avancer dans aussi la création de services avec un système de données centralisé tel que nous le proposons. Bien entendu, l'analyse en temps réel est possible, l'analyse a posteriori sur Analytics est possible. Elles permettent de générer des efficacités opérationnelles significatives. Vous avez quelques chiffres ici. Elles permettent aussi d'améliorer l'agilité, la compréhension d'usage, de définir des gains, de rechercher des gains de productivité. Elle permet aussi la mise en œuvre d'une vraie politique RSE. On a des clients qui nous ont retenus parce qu'ils pensent que grâce à cette application Smarty, ils peuvent gagner quelques points RSE sur le label qu'ils ont sélectionné, que ce soit Bicorp ou un autre. Et donc, ils peuvent aller chercher des points complémentaires dans leur scoring RSE
Et donc, c'est ce qui renforce la transversalité de notre application, c'est qu'on peut aller chercher des données dans des domaines extrêmement divers, faire des analyses dans des domaines extrêmement divers, et la RSE a besoin de cette transversalité. Et nos clients retiennent Smaty aussi pour cela. Voilà. Donc Juste pour ouais, compléter, Didier, la RSE a besoin de preuves ouais. aussi, et pas que de promesses. Et donc, d'où l'intérêt, effectivement, comme vous le faites, de mesurer. Merci à vous deux, Eric et Didier. Il nous reste quelques minutes pour conclure ce webinaire, faire des questions éventuelles dans le chat ou même vous pouvez les poser à haute voix, ce sera avec grand plaisir et encore plus vivant. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous pourrons également organiser des rendez-vous un peu plus approfondis si vous avez des projets en tête, si vous aviez des questions d'ailleurs un peu plus complexes sur la solution Smaty ou même voilà l'interconnexion, la synergie que nous avons entre nous. Donc voilà, des rendez-vous pourront se faire avec grand plaisir. Juste une chose, je pense qu'aujourd'hui, les acteurs peuvent confirmer que c'est le bon moment. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui s'oppose. Vous savez, c'est un peu comme la maquette numérique. Moi, j'en faisais déjà dans les années 90. C'était trop tôt. C'est-à-dire que c'était peu exploitable. Les architectes n'arrivaient pas à travailler vraiment avec et tout. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun problème. On utilise les mêmes outils. Sur ce qui est de la mesure du bâtiment, la connectivité du bâtiment, euh, ça y est, la maturité, on peut dire, elle est là avec des solutions comme la solution d'H-Experience, qui est quand même une solution robuste et surtout qui prend suffisamment de capteurs pour que ça vaille le coup. La numérisation du patrimoine a son sens parce qu'elle a ses usages. Et je pense qu'on vit en fait à la fois des périodes angoissantes, mais en même temps absolument passionnantes, parce qu'on arrive à un moment où enfin on va pouvoir réellement mesurer l'ensemble de ce que nous avons besoin de changer. Didier le rappelait, quand on représente 44% de la consommation énergétique, je pense qu'on a un véritable enjeu, voire une responsabilité. Alors, avez-vous beaucoup de projets solaires photovoltaïques? C'est pas uniquement centré solaire photovoltaïque. On a des cas d'usage qui sont de ce type-là, c'est-à-dire que on regarde dans certains bâtiments quelle est la part d'énergie produite localement dans le bâtiment, et donc ça vient rentrer dans des indicateurs qui sont des indicateurs RSE d'ailleurs, hein, à ce titre. Bon, c'est des indicateurs de performance en général, mais qui sont aussi des indicateurs RSE où on mesure la part d'énergie produite localement par le bâtiment et consommé évidemment par le bâtiment. Donc oui, ça fait partie des cas d'usage qui sont adressés. Oui, de la même façon qu'on pourrait imaginer, s'il y a de la rétention de pluie ou de choses comme ça, on pourrait imaginer Oui, avoir une analyse de la source de l'eau qui est consommée puisque c'est un vrai sujet. Moi, je fais partie du CODEV de la métropole du Grand Paris. Parmi les premiers points qui sont attendus, c'est la sécurité. Sécurité de l'air, sécurité de l'eau, sécurité sanitaire, ouais. sécurité alimentaire. Ça, c'est amusant. Et puis de la sécurité des biens et des personnes. Mais c'est amusant, la population, c'est ce qu'elle demande en premier. Et derrière, bah, tout le monde est bien conscient qu'il y a un énorme enjeu qui concerne l'eau, par exemple. Et on ne peut pas continuer à utiliser de l'eau qui a été archi-traitée, qui est potable et tout, pour pouvoir nettoyer, faire passer dans des radiateurs et tout un tas de choses. Et donc, les sources d'origine de la consommation de l'eau vont devoir être analysées pour voir effectivement est-ce que c'est efficace, est-ce que c'est un enjeu, est-ce que ça vaut le coup de mettre l'infrastructure en place. Donc, avec vos systèmes, à partir du moment où il y a les bons capteurs, ça Alors, pourrait. pour l'eau, ça va même pour nous jusqu'à des fois des demandes sur des espaces verts pour mesurer température, humidité du sol, pour vérifier qu'on utilise bien l'eau dans les espaces verts comme il faut. Donc, en effet, tous les consommations de fluides en général, on va dire, font l'objet d'un intérêt de plus en plus important. Je vous remercie Didier et Eric pour vos échanges pertinents et cette discussion autour de l'exploitation de cette donnée. Merci aux participants d'avoir été présents aujourd'hui également. N'hésitez pas, encore une fois, à nous contacter pour toute question. Les équipes H-Expérience et G-Expertise restent à votre disposition. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et encore merci pour votre attention. Les vacances pour ça. Merci beaucoup à tous. Oui, Au revoir. Au revoir. merci à vous. Au revoir, à très bientôt.